utilise tous ces leviers pour faire en sorte que la transformation se passe le mieux possible et qu'il n'y ait personne, surtout, sur le bord de la route. Voilà. C'est un peu ce cadre-là. Et donc l'apprenance, pour moi, est quelque chose de fondamental. Parce que la transformation ne se fera pas d'un seul bloc. Les outils aussi, parce qu'en fait, tous les jours, on est face à notre ordinateur. On est surtout chez nous, on est dans une entreprise avec des processus extrêmement structurés. Et on n'a plus de temps, hein, en fait. On n'a plus de temps. Donc, comment on prend le temps pour pouvoir se transformer de bonne manière. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une des clés et comment on dégage du temps. Donc simplifier, bien entendu, ça permet de dégager du temps, mais c'est pas suffisant. Voilà. Et du coup, le voyage qu'on a fait ensemble avec Thierry, qui a commencé pour moi quand j'ai découvert Sol, justement dans le séminaire Lean and Learn, puisque vous voyez bien, l'objectif de simplification, le Lean est là pour ça. Et ça fait que on a fait ce chemin-là. Donc je te repasse un peu la parole si tu veux. Oui. Ce que je vous disais en introduction, c'est qu'effectivement, et je vais rebondir sur le témoignage de Richard, le début du témoignage. Moi, il y a des mots qui me marquent beaucoup, c'est-à-dire qu'on voit que sur ces transformations, parce que la définition, en tout cas que moi j'en donne de la transformation, c'est qu'on va vers quelque part qui n'est pas défini. Hein. Tous les jours, il y a de nouvelles applications, tous les jours, il y a de nouveaux usages. C'est des changements sans fin. Voilà. Et on sait bien que face à la transformation, c'est quand on a la possibilité d'être acteur de cette transformation qu'on arrive à mieux la vivre. Hein, c'est le lien. Et je trouve que c'est pas un hasard que dans des grands groupes, ce soit des gens comme Richard ou comme moi qui soient emprunts, qui ont découvert l'intelligence collective seul. Ça allait pas de soi hein, dans nos parcours. Tu parlais de Digital Learning Expedition, mais finalement ça s'est transformé au niveau d'EDF en Digital Learning Experience, puisque le concept a dépassé finalement l'intention initiale. Alors, pour moi, l'intention dans ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'était finalement de faire comprendre aux acteurs de la DOAT, enfin de ma direction, mais en même temps d'un certain nombre de personnes qui étaient autour de moi, dont je pensais elles pouvaient être intéressées par le sujet, de faire comprendre qu'il y avait de nouvelles façons de travailler ailleurs, et que ces nouvelles façons de travailler, elles étaient bien plus agiles que celles qu'on a l'habitude d'utiliser par la force de l'habitude et la culture dans notre entreprise. Je ne savais pas où aller. Bon, je me suis adressé justement à Lucas, qui est dans ce petit cabinet, et je lui ai demandé où est-ce que je peux aller. Et puis il m'a proposé des choses, et puis je suis tombé sur le NUMA, qui me paraissait, je connaissais absolument pas du tout où j'allais mettre les pieds, mais on a fait confiance dans le fait qu'on allait sortir du cadre et aller voir à l'extérieur le plus loin possible. C'était ça en gros le challenge. Allons le plus loin possible par rapport à nos pratiques et regardons comment ça bosse à cet endroit-là. Voilà. Et effectivement, on a été sonné la première fois. Donc on a fait ça en novembre 2014. Hein, et le fait de l'avoir fait début novembre 2014 avec une vingtaine de personnes qui étaient à la fois mon équipe et des gens qui représentaient un peu toutes les dimensions du groupe, mais qui étaient intéressés par le sujet, ça fait naître un projet. On verra ce que ça donne. Alors la saison, c'est venu parce qu'on a échangé avec Peggy Lou, parce que j'ai vu comment... J'ai commencé à voir comment ça fonctionnait dans d'autres entreprises qui avaient, de mon point de vue, un peu plus d'avance que nous, parce que EDF est parti un peu en retard, à mon avis, sur ces sujets-là. Et du coup, on a dit la saison 1, c'est faire 12 Digital Learning Expeditions, les mêmes qu'on a faites en essayant de les ouvrir à tout le monde. Donc on a appelé ça Digital Learning Expedition pour tous. L'ambition, c'était qu'elles ne soient pas destinées qu'à des Happy Few, c'est vient qui veut. Alors qu'est-ce que ça a donné ça a donné qu'on les a faites, les 12, on a fait plus, puisque la Digital Learning Expedition avec la SNCF était pas dans le
n'était pas était pas imaginable au départ. Hein. Ce qui s'est produit, c'est que dès la première qui s'est déroulée le 15 janvier, vous voyez, hein, le 7 novembre, 15 janvier, première Digital Learning Expédition pleine, donc avec des gens de tous horizons, mais en fait les plus intéressés, en fait les plus motivés, les plus mobilisés. Hein, c'est un écrémage des plus mobilisés. Il y a des gens qui ont dit mais nous on veut faire ce qu'on nous montre. En gros derrière il y a des bootcamps. Un bootcamp c'est quoi? C'est une semaine de boulot intensif, très intense, où une équipe de projet ou plusieurs équipes de projet vont progresser avec des méthodes nouvelles, design thinking, business canvas model, voilà, tous des trucs qu'on n'imaginait même pas connaître, des mots abscons au départ, et vont partir d'un point A, redéfinir une problématique, se coller vraiment aux besoins du client, et voir si ça avance bien, construire une forme de prototype de ce qu'il, si c'est une appli, bah, ça serait un prototype d'appli. Si c'est autre chose, si c'est un service, ça sera les conditions de création du service. Et ça, c'est parti très vite. Donc on a eu Commerce qui est venu chez nous redéfinir le parcours client d'EDF, qu'on va voir d'ailleurs dans un an. Donc en gros, c'est en juin, donc ça s'est fait en mars 2015, et ce qui s'est fait en mars 2015 va commencer à apparaître, et c'est là qu'on voit la grande difficulté de nos grandes organisations, va commencer à apparaître pour vous en juin 2016. C'est un peu fou, mais en fait, on arrive à faire des accélérations assez énormes. C'est-à-dire que les gens disent, en une semaine, on a fait ce qu'on n'arrivait pas, on a fait des choses qu'on ne serait pas arrivé à faire, ou qu'on aurait fait peut-être en 4 mois. En gros, c'est l'ordre de grandeur. Mais quand on revient dans l'entreprise, finalement, les équipes qui reviennent se retrouvent dans un cadre qui n'est pas encore adapté à cette accélération, à ces méthodes de travail. Donc du coup, il y a de nouveau un frein, donc des écarts. Voilà, donc ça, on l'a fait. Donc on a fait, en gros, en 2015, j'ai finalement fait une vingtaine de digital learning expériences. Il y a une petite vingtaine de projets qui ont été accélérés dans des bootcamps. Alors l'idée, c'est de mélanger les projets. Hein. C'est de ne pas faire un seul projet, c'est de mélanger des équipes projets et de faire aussi de la fertilisation croisée dans ces trucs-là. Et donc ça, c'est ce qu'a produit cette première Digital Learning Expédition de novembre 2014, avec un processus finalement apprenant, mais avec beaucoup de communication du type des petites vidéos, des films qu'on a disséminés doucement dans notre réseau social interne. Voilà. Le petit film que nous a fait Philippe, là, de teaser, finalement, vous n'avez vu aucun ordinateur, hein, on n'a vu aucune application digitale. Voilà. Et c'est ça, vraiment, la révélation. Hein, c'est que quand on dit être digital, c'est la posture qui va avec. Essai, erreur, expérimentation. C'est-à-dire que grâce au digital, grâce aux applications, grâce aux imprimantes 3D, grâce à la technologie, grâce au numérique, on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Mais encore faut-il en avoir l'esprit. Quand on est dans des grandes entreprises, avec des process, avec tout un tas d'éléments, comment on fait bouger nos propres dirigeants sur la façon d'appréhender des projets. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça où je me suis dit, finalement, il y a plus de liens entre digital et apprenance qu'entre digital et numérique. C'est-à-dire que pour moi, le numérique, c'est l'étage outil qui va aider des groupes à réfléchir, à avancer, etc. Voilà. Donc là, on a... Pardon. Juste, je voudrais compléter, parce que je n'ai pas parlé des afterwork. En fait, c'est venu en chemin, là aussi, hein, c'est chemin faisant, si j'ose dire. On voulait faire nos 12 Dilex, et en même temps, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on fait partager ça à ceux qui ont fait ces Dilex, et on s'est mis à créer des afterwork. Et les afterwork, c'est en fait une promo, une cohorte, on va dire, de gens qui ont été soit sensibilisés via les Dilex, soit les bootcamps. Dès que j'en ai à peu près 150,
je les invite à partager des retours d'expérience, faire pitcher des startups sur des thèmes bien précis lors d'une soirée. Et en fait, ça marche. C'est ça aussi qui crée la dynamique de groupe. En fait, on essaye. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut répéter, il faut donner des occasions aux gens de s'engager et de venir partager. Et les gens viennent. Et surtout mélanger. Hein, c'est casser les silos, en fait, hein, d'une certaine manière. Et ce genre de dispositif, parce que c'est pas un processus, hein, attention, c'est plus un... Voilà, on peut rentrer par partout, hein, d'une certaine manière. On n'est pas obligé d'avoir fait, en gros, une Dilex pour faire un bootcamp. Hein, voilà, c'est en gros... Mais en même temps, ça, je le reproduis. C'est-à-dire que je le reproduis dans le temps. Voilà, j'essaye de faire en sorte que... Mais ce qui est important, effectivement, c'est qu'on voit bien que dans ces réseaux, et même c'est des réseaux digitaux, ce qui est important, c'est comme dans les réseaux apprenants, hein, c'est d'être en intermétier, d'être avec des gens qui ont envie, de cranter les victoires, d'avoir des rites. Hein, c'est tout ça qu'on retrouve. C'est tout ça qu'on retrouve. Oui, je pense. Donc Richard, je te propose, c'est de passer au deuxième slide. Ah oui, le deuxième que j'ai découvert en chemin, parce qu'en fait, peut-être j'aurais pas été attentif à ce slide, qui pour moi alors il est un peu... J'ai fait un zoom sur un graphique que j'ai trouvé dans la publication de Fudirib de décembre 2015, où il y a un article très, très, très détaillé sur la question le lien entre le numérique finalement et le digital. C'est là que je trouve que c'est très, très explicite. C'est une étude de rentabilité de 391 entreprises dans le monde, faite par Capgemini et MIT Sloan Review. Alors je ne suis pas allé regarder, je n'ai pas eu le temps de regarder le détail de cette étude, mais il faudra l'approfondir. En gros, vous avez le niveau d'investissement des 391 entreprises, c'est tous les points dans le numérique. Et le big data, enfin tout ce qui concerne les technos numériques, enfin tout les objets connectés, on peut imaginer, enfin voilà, on va dire le numérique, c'est un truc énorme par rapport aux entreprises, c'est des milliards d'euros et de dollars. Donc c'est des marchés qui sont évalués régulièrement et qui croissent. Et en bas, c'est le degré d'adaptation de l'organisation et de la vision de ces entreprises, comment elles investissent finalement dans l'organisation et dans l'humain. Et en fait, on voit dans cette étude qu'une entreprise, par rapport à la moyenne finalement au centre de ce nuage de points, donc de ce nuage d'entreprises, que les entreprises qui investissent à la fois beaucoup dans le numérique et beaucoup dans l'organisation, la vision et l'humain, sont 26% plus rentables que celles finalement qui investissent le moins. Enfin 26%, il y a un écart. Celles qui investissent le moins sont moins 24% dans les deux. Et ce qu'on voit, c'est en fait un écart énorme. Ce qui fait la différence, si je devais résumer, entre des entreprises qui investissent beaucoup dans le numérique, c'est finalement l'investissement qu'elles font dans l'humain à côté, donc dans tout ce dont on est en train de parler. Et certes, on ne peut pas le mesurer véritablement avant de l'avoir fait, mais en gros, cette étude montre, par cette analyse qui me semble assez pertinente, qu'on n'a pas le choix, en fait. Hein. Et on le sent bien. On le sent bien que si, en parallèle de l'investissement dans le numérique, on ne se débrouille pas pour créer, finalement, les Dilex, c'est un investissement, hein, pour culturellement se mettre en situation de s'approprier les usages. Et on voit bien que dans ce genre de choses, on voit apparaître du sens. Voilà, on n'arrivera pas à rentabiliser les investissements qu'on fait, et ils deviendront inutiles, voire mal implantés dans nos organisations. Donc ce graphique me paraît important, surtout vis-à-vis de financiers, qui, on sait bien, ont du mal à mettre ce sujet en priorité.